Bonjour tout le monde, je suis Sarah Bachmann, la créatrice de femmeleneuse.com et puis je suis là aujourd'hui avec Fanny Turchot qui a été ma sage-femme pour mon accouchement à domicile. Coucou Fanny, je te Salut laisse un Sarah, peu te bonjour tout le monde. présenter. Oui, ouais, avec plaisir. Donc moi, je suis Fanny Curchot, j'habite Mhm. à Troyes, en Nord-Vaudois, si ça dit. Donc je suis sage-femme depuis 9 ans et puis je fais des accouchements à domicile depuis, je dirais, 6-7 ans. Avant, j'ai travaillé un petit peu à la maternité, dans une maternité régionale et puis voilà, le suivi à domicile, les accouchements à domicile, c'est ça qui me plaît. Cool, merci. Alors, on va commencer à parler à propos en fait de nos rendez-vous quand on va chez le gynécologue, quand on est enceinte. Souvent, la question, c'est, voilà, est-ce qu'on peut s'arrêter quand on n'en peut plus, quand on est fatigué? C'est des fois difficile de faire face à son gynécologue pour être à l'arrêt parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est trop fatigué. Alors voilà, un peu comment Alors, aider ces femmes pour qu'elles puissent plus s'écouter, se respecter ouais. pour prendre ce temps pour elles. Alors l'arrêt de travail, c'est toujours quelque chose qui est assez compliqué. Les gynécologues, ils sont quand même assez, pas surveillés, mais un peu limités dans l'arrêt de travail. La fatigue, s'il y a que ça comme symptôme, ça va être compliqué, surtout si c'est début de grossesse. Disons autour des 20 semaines, entre 20 et 30 semaines, c'est assez compliqué. Plus on approche de la fin de la grossesse, plus ils vont être OK de nous arrêter. Mais avant, s'il y a pas de symptômes, ou qui peuvent pas poser vraiment un diagnostic, compliqué d'arrêter. Donc moi, j'ai certaines femmes maintenant qui se tournent des fois vers des généralistes et c'est peut-être un autre biais à trouver pour un arrêt de travail. Les sages-femmes, en théorie, on pourrait faire des arrêts de travail. C'est difficile de reconnaître les assurances. Ah, Donc, faut éventuellement à son travail s'ils acceptent l'arrêt d'une sage-femme. Mais mhm. voilà, je sais qu'il y a certaines sages-femmes qui le font, mais après, c'est beaucoup d'administratifs pour que les femmes en fait, soient payées et que l'assurance perte de gain, elles prennent ça en charge. Mhm. Ok, merci. Et puis sinon, toujours chez le gynécologue, c'est vrai, ben, pendant la grossesse, on a plein de rendez-vous. Voilà, ça peut être des fois stressant, ça met une charge en plus, des fois du stress même après les rendez-vous ou avant, de l'anxiété. Enfin voilà, on entend plusieurs choses. Et puis je pense que c'est important de dire, bah, voilà, qu'est-ce qui est obligatoire ou pas? Est-ce qu'on doit faire vraiment tout suivi chez le gynécologue? Voilà. Ouais. Alors, à savoir pour une grossesse physiologique, donc a priori, toutes les grossesses sont physiologiques et puis après, on voit au fonction de comment ça se déroule. Mais l'assurance maladie, elle rembourse 7 consultations de base, que ce soit par un gynécologue ou par une sage-femme. On n'est pas obligé de faire un suivi gynécologique. En général, le premier contrôle avec la première échographie pour confirmer la grossesse et puis voir l'emplacement, de l'embryon, ça c'est quand même conseillé de le faire de toute façon chez un gynécologue. Les sages-femmes, elles font pas d'échographie, en tout cas pas, dans la pratique indépendante comme ça. Donc premier rendez-vous, mais après ça peut être très bien fait, un suivi de grossesse par une sage-femme ou en collaboration sage-femme gynécologue. Donc 7 consultations de base et il y a 3 échographies qui sont recommandées pendant la grossesse. Donc celle de la datation, celle de 22 semaines pour la morphologie et une à 32 semaines pour la croissance. Après, je ne parle pas de quand on arrive à terme et le dépassement de terme, mais dans la grossesse. Souvent, les gynécologues, ils font des échographies un peu en plus aux consultations, mais ça ne serait pas nécessaire ou obligatoire en tout cas. Et puis, bah, en Suisse, voilà, dans le suivi de grossesse, il n'y a rien qui est obligatoire. Si vous voulez rien faire, vous pouvez rien faire. Après, c'est pas forcément ce que je conseille, mais c'est là que c'est important quand même de discuter avec le gynécologue, avec la sage-femme, de quel contrôle, quoi faire quand et qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est judicieux dans chaque situation. Mhm. Merci. Donc, à retenir, rien n'est obligatoire quand même, hein. Après, il y a des choses conseillées, mais voilà, c'est vrai Oui. qu'on pense que c'est normal, que c'est obligatoire, qu'on doit aller à tous ces rendez-vous. Donc, merci pour ces informations. Et sinon, moi, je lis juste mes notes, mais c'était, voilà, maintenant, on va se diriger pour l'accouchement.
On va prendre qu'on accouche à l'hôpital. C'est bien de savoir, je trouve, le protocole, des fois qui n'est pas expliqué. Enfin, je pense que voilà, n'a pas été expliqué. Ça se fait un peu à la chaîne, ou après il y a voilà un changement de personnel, tout ça. Et puis ben, eux, ils ont des protocoles à suivre, mais on ne les connaît pas. Et puis, on a le droit aussi à ce moment-là de dire oui ou non, on a envie, pas envie. Enfin, il faut toujours, on est maître de soi, puis on a toujours le droit, en fait, pour revenir un peu dans cette posture, on a le droit de dire oui ou non. Alors, peut-être si tu peux nous parler ben, peut-être du protocole à l'hôpital. Alors, c'est difficile à dire, à généraliser comme ça parce qu'il n'y a pas un seul protocole, plusieurs protocoles différents. Ça dépend de si on arrive que, par exemple, il peut y avoir plusieurs choses qui nous mènent à l'hôpital pour l'accouchement. Ça peut être les contractions, ça peut être la rupture de la poche des os, ça peut être des petits saignements, des choses comme ça. Donc, ça va dépendre un peu de chaque cas de figure. Mais moi, je trouve ce qu'il faut retenir, si on peut généraliser, c'est comme tu as dit avant, on a le droit d'être ça. Donc, je pense qu'un truc hyper important, c'est de faire un projet de naissance, un plan de naissance. Ça se fait de plus en plus, Mhm. quel que soit le lieu où on va accoucher, en fait. Comme ça, on a tout réfléchi à l'avance à qu'est-ce qu'on a envie. Mais une des premières choses que moi, je conseille toujours aux mamans de mettre dans le projet de naissance, c'est je veux être informée de tout ce qu'on va me faire, des risques et puis des différentes alternatives possibles. Puis ça, c'est vraiment pour moi la base. Si chaque action qu'on va vous faire, ça peut être, je sais pas moi, juste de passer en salle d'accouchement. Oui, OK, pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on va en salle d'accouchement, on considère que la maman, elle est en travail, mais ça veut dire aussi qu'il y aura un monitoring du bébé en continu. Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est pas obligé? Est-ce que dans ma situation qu'est-ce que vous conseillez de demander à la sage-femme qu'elle a sur place et au gynécologue qui sera, aussi Mhm. dans les s'il va moins être le gynécologue est beaucoup moins présent pendant l'accouchement, mais il a toujours, son mot à dire et puis il est toujours, dans la situation quand même. Mais je trouve ça, c'est un truc hyper important parce que c'est dur comme ça de dire, Oui, voilà, ça dépend tellement des cas de figure, mais justement, il y a des protocoles. Les protocoles, ils sont là pour, c'est un guide en fait, voilà. mais on peut l'adapter. Si par contre vous dites si les femmes, elles disent rien, que les couples, ils disent rien, bah, les protocoles, ils seront appliqués entre Mhm. guillemets «à la lettre» parce que voilà, il faut aussi que le personnel médical, il se protège, il sache dans quel sens aller. Mais par contre, ils vont toujours être OK de discuter avec vous des protocoles. C'est comme si tout d'un coup, vous devez être provoqué pour une raison ou une autre et ben là, on peut discuter des méthodes de provocation, des alternatives possibles, mais il faut quand même demander. Mhm. Expliquer, mais ça se peut que des fois, ils fassent des choses un peu vite, un peu sans faire attention. Mais donc ça, c'est important pour moi, discuter, demander toujours, ben, les risques si on intervient, les risques si on n'intervient. Mhm. Est-ce qu'on a du temps? Est-ce qu'on n'a pas de temps? Enfin voilà. C'est Ouais, clair qu'en situation d'urgence, urgence, ils vont vous informer de ce qu'ils font, mais ils vont pas vous demander et puis enfin, on bien va pas sûr. prendre le temps, c'est une urgence vitale, mais ça, c'est normal et tout le monde le comprend. Mais Mhm. par contre, après, je pense qu'il y a plein d'alternatives possibles aussi. Est-ce qu'ils sont ouverts à des méthodes plus naturelles ou pas? Ça peut aussi faire office de je trouve de faire le plan de naissance, c'est une bonne chose parce que ça vous permet de vous baser sur enfin, de vous poser un moment, parce qu'on sait comment va la vie, hein, et ça Mhm. permet de se poser un moment: «Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas?» et puis, du coup, est-ce que l'endroit que j'ai choisi pour l'accouchement correspond à mes attentes et mes demandes? Parce que C'est chaque ça. maternité a aussi un peu ses façons de faire et puis de se renseigner à l'avance, de dire: «Ben, moi, j'aimerais la péridurale, mais j'aimerais pouvoir encore bouger même si j'ai la péridurale». Bah, dans Mhm. certaines maternités, ils le font. Ils dosent des péridurales moins fortes pour que les mamans puissent encore marcher ou alors si c'est l'acupuncture qui parle, est-ce que telle ou telle maternité propose l'acupuncture, Mhm. de l'hypnose? Enfin voilà, les accouchements dans l'eau, pas dans l'eau, il y a certaines maternités qui proposent de méthodes qui pourraient vous convenir, et puis répondre à vos demandes. Et après, bah, bien sûr, il y a l'accouchement en maison de naissance ou à l'hôpital qui est aussi à envisager. Mhm. Mais Je pense que c'est ça celui qui est important, c'est vraiment, comme tu dis, de préparer ce plan de naissance parce qu'on va vraiment se demander quels sont nos besoins. Et puis après, ben, à ce moment-là, qu'on le fasse, voilà, qu'on accouche n'importe où,
après, il y a aussi le mari ou l'autre personne qui est là pour nous soutenir parce que nous, on est aussi plus dans notre cocon, voilà, on rentre gentiment dans cette bulle et puis ben, l'autre personne est là aussi pour nous soutenir, nous appuyer ou peut-être ben, on sera peut-être moins apte sur le moment à décider des choses, à ci, à ça. C'est ça aussi qui est important. Puis tout ce qu'on peut voir avant, plus essayer de se préparer, puis poser des questions avant, parce que ben, si on ne connaît pas, comme ben, pas forcément le protocole, mais je veux dire, ben voilà, je vais accoucher là-bas, s'il y a ça qui se passe, s'il y a une complication, essayer de poser ces questions avant quand on a les rendez-vous avec les professionnels. Et puis si, moi j'ai souvent eu aussi cette question, c'est pas un nombre de touchés vaginaux pour voir un peu comment ça évolue, mais ça met aussi une pression. Souvent, on dirait que ça doit se faire tous les temps de temps. Il y en a beaucoup. On rentre dans la sphère privée, dans la bulle de la maman qui est en train de se mettre en route. Et puis, des fois, ça met même encore une pression à la maman, des fois même une dévalorisation parce qu'elle dit, ouais, mais bon, mon corps, là, il avance pas, j'en suis que ici. Elle se met de nouveau la pression, puis tout ça peut bloquer le travail, hein. Moi, je travaille beaucoup ben, pour qu'elle se relaxe, qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle puisse rester dans sa bulle. Puis je trouve deux fois justement ces accouchements à l'hôpital, tu peux sortir de tout ça, te mettre plus de stress, plus de pression, et puis le travail, il peut moins se faire fluidement. C'est vrai qu'en fait, pour l'accouchement physiologique, c'est un challenge du moment qu'on sort de sa bulle, qu'il y a un changement. Donc, je pense que c'est important d'être prêt à l'avance, de se préparer. Si on a prévu d'accoucher à l'hôpital, de se préparer pour essayer au maximum de rester dans sa bulle et puis que ça soit ben, le conjoint ou la personne qui nous accompagne qui gère tout le reste, l'administratif, le fait d'avoir fait son plan de naissance. Ça, nous, la maman, elle peut vraiment se concentrer sur ce qui est en train de se passer dans son corps et oublier tout le reste. Par rapport à ces touchés vaginaux que tu parlais, alors c'est vrai que dans la plupart des maternités, quand même, les protocoles disent que c'est un contrôle toutes les heures, une fois que la maman est en travail. Avant, ça peut être aux 2 heures ou un peu plus espacé, mais c'est à négocier. C'est à négocier, à discuter. Mais si vous ne l'amenez pas, le personnel ne va pas vous proposer d'espacer. Mais si Bien vous sûr. dites non, mais moi, qu'on me contrôle toutes les heures, si ça va bien, ben voilà, ça sera dans la discussion et de la négociation. Mhm. Ben, c'est ça qui est important de nouveau, ben, le plan de naissance. Et puis, ben, même si c'est sur place au moment, ben, toujours discuter, négocier. Ben, écoutez, là, j'en ai déjà fait un, pas pour le moment, un peu plus tard, ou bien on va laisser encore mon corps travailler. Mais voilà, d'oser, en fait, c'est vraiment oser parler, oser dire les choses et puis essayer ouais, de communiquer, en fait, avec le personnel. Alors maintenant, on va parler des protocoles peut-être après la naissance, mais voilà, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas à l'hôpital, par exemple, pour voilà, expulser le placenta? Ça, c'est souvent le truc qui ressort le plus. Moi, j'ai beaucoup de mamans qui me disent non, j'ai pas eu l'ocytocine après l'accouchement. Je dis, ça m'étonnerait parce qu'on le fait d'office à l'hôpital. En fait, on injecte au moment où le bébé sort. Donc, c'est pour ça que la plupart des mamans, elles ne se rendent même pas compte qu'on a fait ça parce qu'on a une perfusion, juste une voie veineuse, hein, pas forcément du produit qui coule, mais on nous met de toute façon la voie veineuse à l'hôpital quand on y arrive. Et au moment où le bébé sort, souvent, c'est le médecin assistant qui fait ça. Il injecte 5 unités d'ocytocine dans la voie veineuse. Donc, la plupart des mamans, elles me disent ah non, moi je ne crois pas que j'ai eu. Et puis en fait, quand on regarde dans le rapport, si je reçois le rapport, elles ont eu l'ocytocine. Et puis je sais que dans quasiment 99,9% des cas à l'hôpital, on donne l'ocytocine. En fait, c'est pour aider. Le but de cette injection, c'est pour aider l'utérus à bien se contracter pour expulser le placenta. Parce qu'on craint l'hémorragie du postpartum et du coup, on fait ça. Alors, c'est vrai que par Mais exemple, notre corps sait le faire. oui, notre corps sait le faire. Par Ouais. exemple, c'est ça, à domicile, moi, je ne le fais pas d'office. À domicile, j'ai l'ocytocine avec moi en cas d'urgence, mais je l'utilise vraiment si, au bout du temps réglementaire qu'on laisse au corps pour sortir le placenta, si je vois qu'il n'y a pas, ou en cas de saignement, enfin voilà, il peut y avoir des raisons pour lesquelles je fais une injection d'ocytocine à la maison, mais je ne le fais pas d'office. Après, je ne suis pas catégorique sur cette injection-là. À l'hôpital, je pense que la maman, elle n'est pas dans son milieu. L'ocytocine, c'est une hormone quand même qui varie beaucoup en fonction du stress de la maman. Donc,
si la maman elle est stressée, qu'elle n'est pas dans son milieu, son corps va peut-être moins bien sécréter l'ocytocine. Je sais qu'il est capable de le faire, ça c'est sûr, mais peut-être moins bien. Et du coup, surtout en postnatal, ça a moins de conséquences si on a cette injection d'ocytocine pour aider le placenta et puis éviter les hémorragies. Par contre, je pense qu'en prénatal, pendant l'accouchement, ça peut être intéressant de négocier et de retarder la mise en place d'ocytocine. S'il propose, par exemple, de mettre de l'ocytocine pour augmenter les contractions, de voir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas attendre 1 heure, est-ce qu'on ne peut pas essayer des huiles essentielles ou de Du l'acupuncture, mouvement, ouais. voilà, du mouvement, d'autres méthodes ou des câlins avec son amoureux, tout ce qui pourrait sécréter de l'ocytocine pour éviter, parce que là, il y a quand même encore bébé et puis l'augmentation forte des contractions, ça peut aussi avoir un impact sur le bébé. Donc, je suis un peu plus à dire en négociant prénatal. Pour le postpartum, c'est à voir. Vous avez le droit de dire je ne veux pas l'injection d'ocytocine d'office, je la veux que s'il y a besoin. Mais je trouve qu'il faut choisir des fois un peu ses batailles. Et puis, c'est peut-être pas la première bataille à aller contre, quoi. Mais ils sont censés nous dire qu'ils vont nous le mettre normalement, que ce soit avant ou après. Ils devraient, mais... Alors ça, ouais, oui, moi je trouve, c'est vrai que quand je travaillais à l'hôpital, je préparais, parce quand la dame arrive en fin de travail, on prépare un peu tout ce qu'il y aura besoin pour la naissance. C'est vrai que je préparais l'injection, puis du coup, à ce moment-là, je la déposais à côté, sur la table, à côté du lit d'accouchement. Et puis je disais à la maman, ça, c'est une injection d'ocytocine qu'on vous fera une fois que quand le bébé sort, au même moment, pour favoriser. Puis j'expliquais à ce moment-là à quoi ça sert. Puis en général, elles étaient toujours OK. Elles me disaient, ah oui, d'accord, et voilà. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils devraient le dire. Voilà, je pense que ça dépend beaucoup du personnel et puis voilà aussi comment tout ça. En fait, c'est tellement un truc de routine à l'hôpital que je pense des fois, ils oublient. Ouais. Ça fait tellement partie de l'accouchement qu'ils oublient peut-être juste d'avertir et puis d'expliquer ce qu'on va faire. Ouais. Et puis que la maman, elle sent pas, enfin voilà, que c'est pour éviter les hémorragies. Je pense qu'on n'y pense pas forcément à juste avertir et demander quand même l'accord, mais en tout cas avertir de ce qu'on va faire. Ouais. Merci. Et puis, c'est vrai que si on prend ce protocole après la naissance, ben voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a le bébé qui est là, il faut le peser, il faut couper le cordon, il faut faire ci, faire ça. Voilà, là aussi, il faut penser à ça dans ce plan de naissance. Après, une fois que le bébé est là, puis qu'est-ce qu'on veut à ce moment-là, ou qu'est-ce qu'on peut dire aussi à ce moment-là, si oui ou non on veut ou pas quelque chose. Enfin, c'est aussi à ce moment-là qu'il faut préparer, quoi. Exactement, ça c'est bien de le dire à l'avance. Peser, mesurer le bébé, oui, c'est important, mais il n'y a pas besoin que ça soit fait dans les 10 minutes qui suivent la naissance. Ça peut largement attendre. Alors après, dans les hôpitaux, il y a la contrainte du temps parce qu'on fait 2 heures après l'accouchement en salle d'accouchement. Puis en général, après, on part en service de postpartum. Donc du coup, la sage-femme qui va s'occuper de vous et puis de l'accouchement, pour boucler son dossier, elle doit avoir ces notions-là de poids et de taille. Mais ce n'est pas pour une raison de santé du bébé. C'est vraiment parce qu'il faut que, je comprends, elle doit avancer dans sa paperasse et puis dans l'administratif pour pouvoir transmettre après aux collègues. Mais on peut lui dire, est-ce qu'on peut peser bébé juste avant de faire le transfert en chambre? Ils ne sont pas obligés non plus de l'habiller. En général, ils le pèsent, ils mettent juste une couche, puis après, ils le laissent en peau à peau contre la maman. Ça peut être quelque chose qu'on demande. Et pas tout de suite l'habiller, même si c'est 2 heures après. Vous pouvez être transféré en chambre avec votre bébé contre vous. En peau à peau, ça va très bien. Il n'y a pas de nécessité qu'il soit habillé tout de suite. L'allaitement aussi, c'est important. On donne de la vitamine K au bébé en général à la naissance, mais vous pouvez demander à ce que ça soit donné après la première tétée pour que, voilà, c'est pas la première chose qu'il a dans la bouche, c'est de la vitamine. Il n'y a pas d'urgence à faire ça. C'est bien que ça soit fait le jour de la naissance, mais ça peut être fait quelques heures après. Donc ça, je pense qu'on peut tout temporiser en fait. En cas d'urgence, bien sûr, ils vont agir. Mais tout le reste, il y aura pas de... On peut tout négocier, mais c'est important de le dire. Yes, alors on va finir avec voilà, l'accouchement à domicile. Moi, je l'ai fait à la maison avec toi, c'était génial de pouvoir faire ça en fait. Pour moi, ça a été un luxe. C'est ça que j'aimerais dire. Après, que c'était vraiment un luxe qu'en fait, qu'on a du temps, qu'on peut se respecter davantage, beaucoup moins de stress, beaucoup plus dans son cocon.
Je crois on pourrait faire une autre vidéo là-dessus, 1 heure, puis parler vraiment que de ça en détail, parce qu'il y a plein de choses à dire et puis tout ce que ça apporte, ou il y aurait, je pense, plein de questions à poser là-dessus. Mais peut-être juste pour celles qui ont peut-être une hésitation comme ça d'accoucher à la maison, puis peut-être d'apporter toi en tant que professionnel, ben voilà, qu'est-ce que tu apportes aussi en tant que sécurité? Voilà, ben moi, il y avait le monitoring. Enfin voilà, je te laisse un peu peut-être parler. C'est vrai que c'est toujours les grandes questions, la sécurité, le Mhm. risque, la gestion du risque. Après, ben, c'est notre travail en tant que sage-femme et c'est pour ça que moi, je pense que c'est quand même bien d'accoucher accompagnée d'une sage-femme. Et Mhm. puis, voilà, nous, on s'organise, on fait déjà tout le suivi en prénatal, donc on connaît aussi la maman, on sait ses capacités, ses besoins. Donc, c'est clair que le jour de l'accouchement, bah, ça sera plus personnalisé qu'à l'hôpital, ça c'est sûr. C'est juste parce que déjà on se connaît et puis il y a Ouais. cette relation de confiance qui est instaurée, ça c'est hyper important. Et puis bah, le temps, le temps qu'on a à disposition, bah, en fait le jour de l'accouchement, la sage-femme, moi je me rends disponible tant qu'il y a besoin, on va dire. Ouais. Ça peut durer plus ou moins longtemps, mais donc et puis voilà, le fait aussi dans ma tête d'être là disponible pour un suivi, une maman, moi ça a beaucoup changé ma façon de travailler. Parce que c'est vrai qu'à l'hôpital, bah, ça m'arrivait de gérer 3, 4 dames en même temps. On a des téléphones, on a les urgences, on a les consultations. Elles sont quand même, Ouais. voilà, c'est très rythmé le travail des sages-femmes à l'hôpital. Et Mhm. puis, ben, elles font du mieux qu'elles peuvent, mais voilà, elles peuvent pas être assises à côté, juste à respirer, à dire tout va bien, Mhm. tranquille. Voilà, ça, pour moi, c'est le luxe de mon travail à domicile, c'est que je peux être 100% disponible pour la maman qui est en train d'accoucher, même si des fois, je fais des allers-retours, je laisse des fois les couples aussi tranquilles, parce que je pense que c'est important, mais Mhm. dans ma tête, et puis je suis dispo, et ça, les couples le savent. Et puis, ouais, ça, je pense que c'est pour moi ce qui permet de mettre tout en place pour que l'accouchement se déroule le mieux possible. Puis après, ben, c'est clair qu'au niveau sécurité, j'ai le monitoring, je peux faire des monitorings à certains moments. On ne le fait pas en continu, mais ça, c'est protocolé. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça sort pas juste de ma tête. C'est ce qui est recommandé aussi dans les guidelines internationaux, dans le suivi d'un accouchement physiologique. Tant qu'on reste dans la physiologie, on peut Ouais. faire de l'auscultation intermittente. Donc, soit avec juste un Dopton, on écoute le cœur du bébé à certains moments, soit on fait de temps en temps des enregistrements si ça dure. Enfin, voilà. Et puis après, au niveau ben, réanimation du bébé, on a de l'oxygène, on a le matériel qu'il faut, le masque pour ventiler, ce qu'il faut en tout cas pour initier la respiration, enfin la réanimation. Et puis après, bah, pour la maman, un des gros risques, c'est l'hémorragie. Donc là aussi, ben, j'ai de l'ocytocine, j'ai d'autres médicaments qu'on peut utiliser en cas d'hémorragie, de quoi poser une perfusion. Enfin voilà. C'est vrai que des fois, je dis, je déménage hein, quand je viens pour un Oui. accouchement. Bah, tu prends une valise, hein. Je prends avec. La dernière fois, j'ai un papa qui a dit, mais combien de temps elle va s'installer chez nous, elle? Mais voilà, donc on a tout ce qu'il faut en cas d'urgence. Et aussi, on est deux au moment de la naissance. Alors, pendant le travail, en général, il y a une sage-femme. Mais quand on sent que les choses arrivent au bout de l'accouchement, on est deux sages-femmes simplement parce que bah, s'il faut initier une réanimation sur un bébé ou s'occuper de la maman ou des deux, enfin voilà, à deux bras, on n'y arrive pas. Ouais. Donc, et la deuxième sage-femme, elle s'intègre en général très très bien. Souvent, elle est un peu plus en retrait, plus discrète. Moi, quand je vais comme deuxième sage-femme pour mes collègues, enfin, voilà, je laisse un peu le cocon, mais je suis là au cas où. Et puis, j'ai des deuxièmes bras, un deuxième cerveau qui réfléchit avec ma collègue. Et ça, c'est toujours précieux. Mais on essaye au maximum de préserver l'intimité parce que c'est le choix des couples quand ils veulent accoucher à la maison. Mhm. Bah, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci d'avoir aussi été là pour moi, parce que moi, ça a été un cadeau justement d'avoir pu établir aussi cette relation de confiance. Moi, je trouve que c'est un luxe. Il y a toute la sécurité qui est là. Enfin, franchement, c'est un choix de luxe, quoi. Faut dire ce qui est. C'était top. En tout cas, merci pour tout. Avec Et plaisir. puis, Discuter des heures, mais voilà, la base, c'est faut s'informer, se renseigner sur plein de choses, toutes les possibilités. Pas hésiter à en parler et poser des questions. On a le droit d'avoir des réponses. top. Merci beaucoup, Fanny. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Letting go of the sorrow.
are vessels of love. We are expressions of the divine. We are woman. We are bringers of life. We are vessels of love. We are expressions of the divine. Sister, hold my hand. You are stronger than you know. We are opening to love. We are learning how to grow. We hear the call. We are returning, we remember. We are like the rose. We are stronger than we know. We are like the rose. We are stronger than we know. Ancient mind.